Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter quelques lois de probabilité qu'on peut utiliser au bac ES. Je ferai ensuite aussi un prolongement vers tout ce qui tourne autour de estimation et échantillonnage. Tout d'abord, parlons des probabilités conditionnelles. On peut rencontrer les probabilités conditionnelles lorsqu'on a deux sous-ensembles, par exemple l'ensemble des filles et l'ensemble des garçons, et on retrouvera dans le texte des choses du genre « sachant que la personne interrogée est une fille » ou « parmi les garçons interrogés ». On peut aussi retrouver les probabilités conditionnelles lorsqu'on a plusieurs caractères étudiés. Par exemple, une usine fabrique des pièces rondes et des pièces carrées, et parmi les pièces fabriquées, certaines ont un défaut, d'autres n'ont pas de défaut. Ici, on a deux caractères étudiés, le fait d'avoir une pièce qui est ronde ou non, et le fait d'avoir une pièce qui a un défaut ou non. Pour les probabilités conditionnelles, on a une formule. La probabilité de B sachant A, ce qui signifie qu'on sait que l'événement A est réalisé, on s'est placé dans un sous-ensemble voilà, où A est réalisé. On veut que B soit réalisé, donc on a A et B réalisés en même temps, mais on s'est placé dans l'ensemble correspondant à l'événement A réalisé. La probabilité de B sachant A, c'est probabilité de A inter B, et on divise par probabilité de A, donc l'événement qui est réalisé en premier ici. À partir de cette formule, on peut en déduire la probabilité de l'intersection A inter B. La probabilité de A inter B, ce sera égal de l'autre côté à probabilité de B sachant A que je multiplie à P de A. Alors pour l'intersection, ici j'ai reproduit un arbre mais je n'ai pas indiqué les probabilités, donc dans un arbre pondéré on indique ici les probabilités sur chaque branche. Si je veux par exemple la probabilité de l'événement A intersection avec D, le principe d'un arbre c'est un principe multiplicatif, donc ici je vais avoir probabilité de A inter D est égal à probabilité de A que je multiplie à, ici, la probabilité d'avoir D sachant A réalisé. Je vais parler maintenant de quelques lois de probabilité continue. La plus simple, c'est la loi uniforme. Donc, pour une loi uniforme, on a une fonction de densité qui est constante. C'est équitablement réparti sur l'intervalle dans lequel on travaille. Exemple de loi uniforme, je sais qu'un bus passe toutes les 20 minutes, et je note x, la variable aléatoire qui me dit combien de minutes je vais attendre lorsque j'arrive à un arrêt de bus. Donc x peut prendre une infinité de valeurs entre 0 et 20. On est sur l'intervalle 0,20. Si je veux ici calculer la probabilité d'attendre entre 2 et 5 minutes, par exemple, probabilité que x soit entre 2 et 5, ça va être égal à, entre 2 et 5 minutes, il y a 5 moins 2, 3 minutes. Au total, il y a 20 minutes, c'est la longueur de l'intervalle sur lequel je travaille, entre 0 et 20. Donc la probabilité d'attendre entre 2 et 5 minutes, ici, c'est 3 sur 20. On divise la longueur de l'intervalle qu'on considère. Donc là, il y a 3 minutes comme longueur d'intervalle entre 2 et 5 minutes. Et on divise par la longueur totale, ici, 20. Pour une loi uniforme, l'espérance, c'est très simple. Ça correspond à la moyenne des bornes qu'on a sur l'intervalle qu'on étudie en général. Donc là, entre 0 et 20 minutes, la moyenne, c'est 0 plus 20 sur 2 égale 10. Donc l'espérance, ici, c'est on attend en moyenne 10 minutes. Alors ensuite, un petit peu plus compliqué, on va parler des lois normales. Alors je ne ferai pas tout le cours sur les lois normales. Je vais juste rappeler donc que la fonction de densité, c'est une fonction dans laquelle il y a une exponentielle, et c'est représenté par ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Donc c'est centré autour de la moyenne. Et le deuxième paramètre de la loi normale, avec la moyenne mu, c'est l'écart type sigma. Plus l'écart type est élevé, plus on aura une courbe un petit peu écrasée graphiquement, on va dire ça comme ça, et plus l'écart type sigma est petit, et plus on aura au contraire une courbe resserrée autour de la moyenne. Alors, pour les lois normales, on vous donnera dans le texte les paramètres, la moyenne et l'écart type, et si on vous demande de calculer les probabilités, dans le cadre d'une loi normale, par exemple, probabilité que x soit compris entre a et b, donc on va utiliser la calculatrice. Là, attention, ça dépend des modèles, donc il va falloir que vous fassiez plusieurs exemples pour bien vous rappeler comment fonctionne votre calculatrice et comment on rentre les paramètres. Sur une calculatrice type Casio, on ira chercher quelque chose qui s'appelle norme CD en rentrant les bornes ici, par exemple, si on veut la probabilité que x soit entre 3 et 6, on va rentrer d'abord les bornes 3 et 6, et ensuite on rentrera l'écart type et la moyenne. Attention, ça dépend des modèles, des fois peut-être la moyenne est avant l'écart type.
Pour les calculatrices type Texas Instruments, on ira chercher Normal FREP dans le menu Distribution. Pareil, là on rentre d'abord les deux paramètres A et B, les bornes de l'intervalle sur lequel on fait l'étude. Donc là, si on veut la probabilité que x soit compris entre 3 et 6, on rentre d'abord les valeurs 3 et 6, et après on rentre les deux paramètres, moyenne et quart type, donnés dans le texte. On peut aussi vous poser la question inverse, c'est-à-dire la probabilité est donnée dans le texte, et on cherche une valeur k, telle que la probabilité que x soit plus petit égal à k, soit égale à une probabilité fixée. Donc là, c'est le problème inverse. Donc avec la calculatrice, on ira chercher soit inverse norme CD pour les calculatrices type Casio, soit quelque chose qui s'appelle frac norme pour les calculatrices type Texas Instruments. Attention à l'ordre des paramètres. C'est à vous de bien connaître votre calculatrice, de faire des essais. Ça dépend des modèles, encore une fois. Alors, on va voir concrètement sur un exercice ce que ça donne donc pour les lois normales et pour les probabilités conditionnelles. Je ne lis pas tout le texte, donc résumons un petit peu. Ici, on a une entreprise qui effectue un contrôle de qualité. On sait que 22% des fruits livrés sont issus de l'agriculture biologique. Et parmi les fruits issus de l'agriculture biologique, 95% sont sélectionnés pour la préparation de confitures. Donc ici, on a deux caractères étudiés. Le fait qu'on ait des fruits issus de l'agriculture biologique ou non, et le fait que les fruits sont sélectionnés ou ne sont pas sélectionnés pour préparer des confitures. Donc on pense aux probabilités conditionnelles et on pense à faire un arbre. En plus, le texte dit bien « parmi les fruits issus de l'agriculture biologique », donc là on voit qu'il va y avoir une probabilité conditionnelle. Premièrement, représenter la situation par un arbre pondéré, ça c'est assez simple. On pense à bien mettre les probabilités, à faire attention. Ici par exemple, sur une branche comme ça, on indiquera la probabilité de D sachant A. C'est pas la même chose que la probabilité de D. Deuxièmement, déterminer la probabilité que le fruit soit sélectionné pour la préparation de confiture et qu'il soit issu de l'agriculture biologique. Donc là, le mot indique bien qu'il y a une intersection, on a deux caractères vérifiés en même temps. Donc on va faire la probabilité de B intersection S. Ça peut se lire sur l'arbre, on multiplie, comme j'ai dit tout à l'heure, deux probabilités. Donc probabilité tout d'abord de B, qu'on multiplie avec la probabilité d'avoir S sachant B réalisé. Troisièmement, montrer que la probabilité de S vaut 0,911. Donc S, dans le texte, on dit que c'est l'événement. Le fruit est sélectionné pour la préparation de confiture. Donc attention, là on va avoir deux cas. Soit le fruit est sélectionné et il vient de l'agriculture biologique, soit le fruit est sélectionné et il ne vient pas de l'agriculture biologique. Donc on va calculer la probabilité de l'intersection S inter B, mais aussi la probabilité de l'intersection S bar inter B. Pardon, B bar inter S. Donc on va additionner les deux probabilités qu'on obtient ici. Deuxième partie, on vous dit que l'entreprise conditionne la confiture en pot de 300 grammes et on modifie. Donc là on est dans le cadre des lois normales. On vous demande de déterminer la probabilité qu'un pot pris au hasard soit commercialisé, sachant qu'il est commercialisé lorsque l'écart entre la masse affichée et la masse réelle ne dépasse pas 4 grammes. Donc on va faire les calculs. 300 moins 4, c'est 296. 300 plus 4, c'est 304. Donc ici, on veut calculer la probabilité que x soit compris entre 296 et 304. Donc on utilise la calculatrice pour trouver une valeur approchée de cette probabilité en rentrant les paramètres 296, 304, et puis on indique moyenne 300, écart type 2. Deuxièmement, là aussi on demande de calculer une probabilité. On est dans le cadre d'une loi normale, donc probabilité que x strictement plus grand que 304. Donc là on peut faire des déductions par rapport à la première question. Sinon on peut aussi rentrer pour avoir une valeur approchée à la calculatrice, les paramètres. Donc petit, ça paraît une valeur approchée, sachant que la courbe qui représente la fonction de densité ici s'écrase beaucoup, assez vite. Donc ce qu'il y a après 10 000 pour hk plus l'infini, ça peut être négligeable. Troisièmement, déterminer le réel A tel que la probabilité que x strictement petit a égale 0,01. Donc cette fois-ci, on ne peut pas calculer la probabilité, on ne connaît pas la borne ici, ou les bornes. Par contre, on connaît déjà la probabilité, elle vaut 0,01. Donc on va utiliser la fonction inverse, inverse norme CD, ou frac normal, en rentrant qu'un paramètre qui ici, attention, est 0,01, la probabilité qu'on souhaite obtenir. Alors maintenant, je vais parler de tout ce qui est estimation et échantillonnage,
qui est un petit peu la suite qui se justifie un petit peu avec tout ce qui est loi binomiale. Alors, on va commencer par l'intervalle de fluctuation à 95%. Donc là, c'est le cadre où on connaît la proportion globale P, on connaît le résultat dans toute une population, et on va chercher à déterminer comment varie la fréquence si je prends un échantillon dans la population. Par exemple, je sais que 40% des personnes dans toute la population ont voté pour un candidat A, et je vais interroger 300 personnes pour voir pour qui elles ont voté. Donc là, on connaît la proportion globale P, c'est 0,40. Sur un échantillon donc, de taille 300 par exemple, n égale 300, on applique cette formule, ça nous donne un intervalle. On sait que 95% des sondages qu'on effectue sur 300 personnes vont donner un résultat qui est une fréquence dans cet intervalle. Donc avec une marge d'erreur de 5%, dans 95% des cas, le résultat d'un sondage sur 300 personnes donnera une fréquence qui est comprise dans cet intervalle. Donc c'est déterminé à partir de la proportion globale qui est déjà connue. À partir de ça, on peut travailler sur tout ce qui est prise de décision. Alors on part par exemple sur des suppositions. Supposons que le candidat B fasse 25%. Donc P égale 0,25, proportion globale dans toute la population. J'interroge 500 personnes par exemple, donc n égale 500, je prends un échantillon. Je détermine l'intervalle ici de fluctuation à 95%. Je dois avoir 95% de mes sondages sur 500 personnes qui donnent une fréquence dans cet intervalle. Je calcule la fréquence obtenue en faisant ce sondage sur 500 personnes. Si la fréquence que j'obtiens est dans l'intervalle de fluctuation, alors je veux dire que je ne rejette pas l'hypothèse de départ, donc c'est plausible les 25% pour le candidat. Sinon, si la fréquence, lorsque j'ai calculé sur un échantillon de 500 personnes, si la fréquence n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, je veux dire que je rejette l'hypothèse. Ensuite, on peut avoir le phénomène inverse à étudier. Donc, on va parler d'intervalle de confiance. Cette fois-ci, la proportion globale n'est pas connue. On ne connaît pas la proportion pour toute la population. On va partir de la fréquence qu'on a calculée et déterminée sur un échantillon. Donc, par exemple, on connaît le résultat sur 1000 personnes interrogées. 600 personnes sur 1000 ont voté pour un candidat. On va chercher à déterminer comment peut être la proportion pour toute la population. Donc là, on utilise cette formule. On prend l'intervalle f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Donc f, c'est la fréquence sur un échantillon. Par exemple, si 600 personnes sur un échantillon de 1000 votent pour un candidat, ici, donc, la fréquence va être 0,6. Je suis sur un échantillon de 1000, donc ici, je vais rentrer racine de 1000, et l'intervalle que j'ai déterminé, c'est l'intervalle dans lequel doit être la proportion globale pour toute la population. Alors, c'est avec un seuil de risque de 5%, là, on est sur l'intervalle de confiance à 95%. Alors, voyons concrètement sur un exercice. Premier exercice, d'après une enquête, 60% des 18-24 ans n'ont jamais pris l'avion. On demande de déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la proportion d'individus dans un échantillon de 350 personnes entre 18 et 24 ans. Donc là, on ne connaît pas la fréquence sur l'échantillon de 350 personnes. C'est ce qu'on va chercher à déterminer, à voir comment ça varie. Donc les 60% ici, c'est la proportion globale. P égale 0,6. On a un échantillon de taille n égale 350, donc on détermine cet intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, sur un échantillon de taille n égale 350. Deuxième question, attention, n varie. Dans un échantillon de taille n égale 125, on observe 86 personnes n'ayant jamais pris l'avion. Donc là, on peut calculer la fréquence correspondante, 86 divisé par 125. Donc on calcule 86 divisé par 125. On peut comparer avec le nouvel intervalle de fluctuation qu'il faut recalculer. Donc ici avec P égale 0,6 qui était donné au départ, et avec N égale 125. Si le résultat de 86 divisé par 125 de la fréquence qu'on calcule sur l'échantillon de taille 125, si la fréquence est dans l'intervalle de fluctuation,
alors on pourra dire que l'enquête initiale, qui donnait 60% des 18-24 ans qui n'ont jamais pris l'avion, que cette enquête est plausible. Par contre, si 86 divisé par 125, la fréquence n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, alors on rejettera l'hypothèse que c'était 60% des 18-24 ans qui n'ont jamais pris l'avion. Deuxième exercice, en 2011, 750 000 jeunes filles et garçons ont passé un test de détection des difficultés de lecture. Les résultats montrent que 4,8% de ces jeunes ont de sérieuses difficultés face à l'écrit. On demande d'estimer la proportion de jeunes illettrés sur l'ensemble de la population française. Donc là, on vous dit très clairement qu'on veut le résultat pour l'ensemble de la population, donc la proportion globale. Donc, on va travailler avec des intervalles de confiance, on ne connaît pas la proportion globale. On a un échantillon donc de taille 750 000. La fréquence est donnée ici, c'est 0,048. Donc on va déterminer l'intervalle, f moins 1 sur racine de n, donc ici 0,048 moins 1 sur racine de 750 000. Même genre de choses de l'autre côté, 0,048 plus 1 sur racine de 750 000. Et ça nous fait donc un intervalle qui indique, avec 95% de seuil de confiance, donc avec une marge d'erreur de 5%, on va dire, ça nous indique donc comment est la proportion de jeunes illettrés sur l'ensemble de la population française. Alors pour terminer, je fais un petit rappel, parce que je n'ai pas détaillé ici, sur la loi binomiale. Loi binomiale, c'est lorsqu'on a une répétition plusieurs fois d'expériences identiques et indépendantes dans lesquelles il n'y a que deux issues considérées. Donc on va les appeler souvent succès et échec. Dans une loi binomiale, on a deux paramètres, le nombre d'expériences qu'on répète, n, et la probabilité P d'avoir un succès à chaque expérience répétée. Je rappelais ici la formule, par exemple, probabilité qu'il y ait 4 succès sur les n tirages au sort. On utilise un coefficient binomial ici. On peut par exemple utiliser la calculatrice pour trouver sa valeur. L'espérance dans le cas d'une loi binomiale, c'est le produit des deux paramètres n fois p. Alors là aussi, il y a des fonctions sur la calculatrice, il faut regarder pour déterminer la probabilité que x égale k, dans le cas où il y a un n qui est très grand, par exemple. On a aussi une fonction pour calculer la probabilité que x plus petit ou égal à k, par exemple, avec la calculatrice. Enfin, pour ceux qui passent le bac S, on a aussi la loi exponentielle. Donc là, c'est défini par une fonction de densité. La fonction est définie par f de t égale lambda e de moins lambda t, pour t strictement positif. Donc ici, on calcule la probabilité d'être par exemple entre a et b avec une intégrale, l'intégrale de a à b de cette fonction. Donc la primitive est assez facile à déterminer, hein, l'exponentielle de moins lambda t a pour primitive moins 1 sur lambda e de moins lambda t. On a une formule à connaître, la probabilité que x soit plus petit ou égal à t, c'est 1 moins e de moins lambda t. On peut la retrouver avec un calcul intégral, et l'espérance dans ce cas-là vaut 1 sur lambda. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt pour d'autres vidéos. Bon courage pour le bac.